Bonsoir. L'entrepreneuriat, c'est la création d'une activité économique dans le but de répondre à un besoin ou d'atteindre un objectif spécifique. Entrepreneuriat, l'expression est de plus en plus fréquente et récurrente dans les discours. Le président de la République s'est d'ailleurs longuement attardé sur ce point en février dernier, faisant non seulement le bilan des actions mises sur pied, mais également sur les actions futures. L'on a notamment entendu parler des instructions sur l'accélération de la mise sur pied du fonds de garantie des jeunes entrepreneurs. Lorsqu'on parle de garantie, instinctivement on comprend qu'il y a risque quelque part. À quel niveau? Si l'entrepreneuriat va avec risque, que faire? Abandonner dans une société où le coût de vie est de plus en plus élevé ou affronter ce risque coûte que coûte? Engagé sur cette dernière option, comment éviter ou mieux minimiser le risque? Le Cameroun est-il vraiment en manque d'entrepreneurs? Sinon, qu'est-ce qui fait problème? Avec le taux de chômage qui touche 55% des jeunes, la création d'entreprises apparaît comme une solution possible. Seulement, le taux élevé de mort des PME pousse à l'interrogation. Comment entreprendre pour vivre? Ces questions et bien d'autres, je m'en vais les poser à notre hôte de ce soir. Lui, qui en a fait un cheval de bataille, il est coordonnateur scientifique du Forum international sur l'entrepreneuriat, également auteur et co-auteur de nombreux ouvrages dont le financement des PME et la performance du secteur public, l'accompagnement de l'entrepreneuriat en Afrique francophone. Homme de médias, le fondateur et coordonnateur scientifique du colloque international sur l'écosystème entrepreneurial et administrateur du réseau des entrepreneurs et professionnels africains, en abrégé REPAF. Professeur titulaire à l'université de Sherbrooke, c'est au Canada. Professeur Félix Zonier est assis ce soir dans le fauteuil rouge. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame Donquin, merci de m'avoir invité, ça me fait plaisir. Alors, vous avez fait de l'entrepreneuriat votre cheval de bataille de par vos nombreuses recherches et même écrit sur la question en Afrique subsaharienne. Pensez-vous que ce soit les idées pour entreprendre qui manquent aux Camerounais? Définitivement non, non, pas du tout, au contraire. Nous sommes une région du monde, je prends le Cameroun, mais je pourrais prendre relativement toute l'Afrique subsaharienne. On est la région du monde où on a des entrepreneurs qui sont de plus en plus jeunes. Les autres régions où on a un taux d'entrepreneuriat beaucoup plus élevé, comme l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine, on a une moyenne d'environ 35% pour l'Amérique latine, 35 ans pour l'Amérique latine, 36 ans pour l'Asie du Sud-Est, mais en Afrique subsaharienne, c'est 31 ans la moyenne d'âge des entrepreneurs. Donc, on a une région, on a des gens qui entreprennent de plus en plus jeunes. On a une région où les femmes également ont 2 fois plus de potentiel, deux fois plus de chances de se lancer en affaires qu'un peu partout ailleurs dans le monde. Donc, de ce point de vue, c'est clair que les idées pour se lancer en affaires ne manquent pas du tout, ça foisonne d'idées. Et puis, bien entendu, quand on regarde notre environnement, il y a tellement d'idées de projets, il y a tellement d'idées d'entreprises que, au fond, ça peut pas être ça le problème. Non, définitivement. Alors, nous pensons mal nos projets, c'est ça? Sinon, qu'est-ce qui fait problème selon vous? Pas nécessairement. Encore que, est-ce qu'on peut dire qu'il y a problème? Bon, enfin, je ne pense pas qu'il y a seulement des problèmes. Il y a d'abord un potentiel qui est un atout. Et puis, tout le monde ne se rend pas à destination justement parce qu'il y a un certain nombre d'obstacles. Donc, je n'ai pas envie de présenter la chose comme s'il y avait d'emblée un problème. Non. Mais c'est vrai que c'est bien que vous posiez quand même la question parce que quand on regarde les éléments que je viens d'évoquer, donc, le nombre d'entrepreneurs que nous avons, des entrepreneurs de plus en plus jeunes, des femmes qui ont un meilleur potentiel, mais surtout le fait qu'en Afrique, en Afrique subsaharienne, nous avons, dans le monde entier, c'est la région du monde où on a le plus gros taux d'intention entrepreneuriale. Ça veut dire que les gens qui ont la volonté de se lancer en affaires, ça c'est la première chose. On est également la région du monde où on a le plus haut taux d'activité entrepreneuriale. Ça veut dire les gens qui veulent se lancer en affaires, mais qui se passent vraiment à l'action, qui créent vraiment une entreprise. Formez-le, on en discutera.
le plus haut taux d'activité entrepreneuriale, on est encore les premiers. Donc quand on voit tout ça, on se dit, magnifique, c'est intéressant, fort potentiel. Mais maintenant, ces chiffres-là, en fait, sont réluisants jusqu'à ce qu'on s'attarde sur un autre chiffre, qui est maintenant celui du taux de ces entreprises-là qui vont survivre, qui vont avoir une certaine pérennité. Voilà. Et c'est là où on se rend compte que malheureusement, on a aussi le taux le plus élevé. On est à peu près à 17% et c'est le taux le plus élevé sur la planète également. Donc oui, quand on regarde ce contraste-là, on arrive à la question qu'elle a vôtre, oui, c'est quoi le défi, pourquoi est-ce qu'il y a un problème, quelle en est la cause, quels sont les obstacles. Oui, de ce point de vue-là, oui, on peut dire qu'il y a un problème quelque part. Parce que si sur la ligne de départ, on a le meilleur potentiel, mais encore on n'est pas capable de se rendre à la ligne d'arrivée, ou alors on est parmi les derniers à la ligne d'arrivée, c'est que sur le chemin, sur le parcours, il y a eu quelque chose, il s'est passé quelque chose, il y a eu des obstacles. Et quels sont ces obstacles? Ça fait partie des choses que nous observons depuis un bon nombre d'années et des obstacles qu'on essaie d'apporter un début de solution, un début de proposition. C'est la question suivante. Quels sont les obstacles? Quels sont les défis? Lorsqu'on décide de se lancer dans l'entrepreneuriat, quels sont les obstacles ou alors les défis? Surtout pour pérenniser son entreprise. Alors, je vais répondre toujours dans la perspective subsaharienne qui correspond à la fois à l'Afrique l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et puis l'Afrique australe en général. Les obstacles, il y en a beaucoup. Quand on voit le potentiel et quand on voit également à l'arrivée, on se dit qu'est-ce qui ne va pas. Alors quand on regarde, oui, c'est celui qui a la simplicité, question du financement, l'accès au financement, le coût du financement, mais il n'y a pas que ça. Il y a également la question de la préparation à l'entrepreneuriat, la planification de son projet d'entrepreneuriat. Je pense que des projets ne sont en général, pas tous, mais il y a un bon nombre de projets qui ne sont pas toujours matures. Il y a un bon nombre de personnes qui se lancent en entrepreneuriat sans être préparées et sans nécessairement avoir les habiletés pour ça. Parce qu'il y a un ensemble d'habiletés qu'on peut avoir d'emblée ou qu'on peut acquérir. On n'est pas toujours préparé. Mais parmi les causes il y en a tellement, mais je vais peut-être m'attarder sur les principales causes, c'est-à-dire absence de planification. On s'est lancé, on a décollé d'un avion, on s'est lancé et puis on s'est dit, bon, en cours de route, on va voir si on attrape un parachute, donc on n'est pas toujours préparé. On a ce problème, on a également, et ça revient beaucoup, ça c'est quasiment la troisième cause, problème de gestion de la trésorerie. Vous savez, en fait, on prendra peut-être l'occasion d'en parler plus en détail, les bons créateurs ne sont pas toujours de bons développeurs. Il y a des gens qui ont de très bonnes idées, créer une entreprise, se lancer. Maintenant, une fois que l'entreprise est créée, il faut la faire fonctionner. Et c'est souvent à ce niveau-là que ça demande d'autres habiletés. Et on n'est pas toujours outillé pour ça. Donc, la plupart de ces entreprises, notamment des PME, qui vont en cours de route s'arrêter ou bien qui ne pourront pas traverser le cap des 2 ou 3 ans parce qu'en fait, on en a 2 sur 3 qui ne vont pas voir le 3e anniversaire. La plupart de ces entreprises, très souvent, vont se rendre compte qu'il y a problème de gestion de la trésorerie, absence de planification. Mais il y a également des problèmes de capacité en termes de ressources humaines. Est-ce qu'on a de bonnes ressources humaines? Et même, le mot est peut-être gros, mais des problèmes de gouvernance aussi. Je m'explique. Malheureusement, quand on est une PME, étant donné que en fait, tout tient parfois une personne ou une poignée de personnes, en fait, le devenir d'une PME dépend en grande partie de la capacité de son propriétaire ou principal dirigeant. Dans une grande entreprise, on peut même avoir un principal dirigeant qui n'est pas nécessairement, qui n'a pas toute la vision, mais le fait qu'il y ait des structures de gouvernance, qu'il y ait des contre-pouvoirs, qu'il y ait des mécanismes qui sont instaurés, ça peut sauver la PME. Mais dans une PME, en fait, tout dépend de la vision d'un individu, d'un homme ou d'une femme. Et donc, il a intérêt à être éclairé. Parce que s'il n'est pas éclairé, ou bien s'il n'est pas outillé, n'est pas formé, et puis, ou alors ne veut pas se faire encadrer, ne veut pas se faire accompagner, n'écoute pas, ou bien ne s'entoure pas bien, on s'en va droit vers le mur. Donc ça, c'est également l'un des problèmes de ces entreprises-là. Et c'est pourquoi, malgré le plein potentiel qu'on a au début, on ne va parfois pas se rendre à la ligne d'arrivée, parce que, entre autres obstacles, on a rencontré ça. Donc voilà quelques-uns des obstacles qu'on peut rencontrer, que rencontrent ces entreprises-là. Bien entendu, là, je vais parler beaucoup plus des obstacles qui sont inhérents aux entreprises. Il y a bien d'autres obstacles qui sont inhérents à l'environnement des affaires. Et qui sont tellement nombreux que je ne vais pas nécessairement parler de fiscalité, de taxation, mais je pense que l'écosystème entrepreneurial joue un rôle. La réussite des entrepreneurs, la réussite des PME, ça dépend en grande partie de leur capacité, mais ça dépend aussi de l'écosystème dans lequel ils baignent. Absolument. D'accord. Je le disais tout à l'heure, vous avez écrit, été co-auteur aussi de nombreux livres. Dans vos différents travaux, est-ce que vous avez ciblé certains secteurs d'activité et même des portraits spécifiques? Alors, il y a des choses qui s'imposent à nous. D'accord. Tout à l'heure, vous disiez que
Je suis professeur en réalité. Mes disciplines de prédilection, c'est la comptabilité financière. Mais maintenant, quand je fais de la recherche, je regarde mon environnement. Quand je regarde en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne, les problèmes que nous avons sont des problèmes d'entrepreneuriat très souvent, problèmes de travail informel, d'économie informelle. Donc, ça force un peu l'orientation que je donne à mes travaux de recherche. Alors, oui, est-ce qu'il y a des domaines? Oui, le secteur informel, par exemple, c'est l'un des domaines qui m'intéresse parce que plus de 90% de notre tissu économique, c'est ce secteur informel-là. Et donc, parler d'entrepreneuriat au Cameroun, parler d'entrepreneuriat en Afrique subsaharienne, sans parler de ce secteur-là, ça n'a pas de sens. Parce que c'est l'essentiel du tissu économique. Donc, quand on regarde ce secteur-là, notamment, si vous enlevez le secteur agricole, c'est à peu près 70% de notre économie, mais si vous intégrez le secteur agricole, oui, c'est quasiment dans l'informel, on passe quasiment à parfois 90-95% selon le pays, 95% du tissu économique. Donc, ça fait partie des domaines qu'on regarde souvent. Et bien entendu, autre élément qu'on regarde souvent, c'est, oui, c'est réalité, mais également de voir s'il n'y a pas des défis qui sont sexo-spécifiques. Dans ce sens que l'entrepreneuriat, c'est dur pour tout le monde, c'est pas facile, il faut se battre. Il y a des contraintes, il y a des obstacles, mais il y a des obstacles qui sont les mêmes pour tous, mais il y a des obstacles supplémentaires pour certaines catégories de la population, notamment des jeunes, notamment des femmes et d'autres personnes issues de différentes minorités, disons comme ça. Et du coup, un élément qui va nous intéresser davantage, ça sera dans cet entrepreneuriat inclusif, de savoir est-ce qu'il y a des mesures particulières ou des formes particulières d'accompagnement qui pourraient intéresser ou qui pourraient être plus adéquates pour certains types de publics. Vous êtes enseignant, mais ça m'intéresse quand même de savoir si vous êtes entrepreneur vous-même. Non. C'est bizarre, c'est curieux, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Et je le dis toujours, parfois on peut se demander, mais c'est quoi la légitimité de venir parler d'entrepreneuriat si on n'est pas entrepreneur? Justement. Et puis, je pense aussi que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est vrai que c'est un mot qui est à la mode, c'est très tendance aujourd'hui. Quand vous écoutez les gens à gauche, à droite, certains influenceurs, influenceuses, vous avez parfois le sentiment que si vous n'êtes pas entrepreneur aujourd'hui, ben vous avez raté quelque chose. En effet, non, tout le monde n'a pas besoin d'être entrepreneur et tout le monde ne peut même pas. L'entrepreneurship, c'est comme le leadership. Tout le monde ne peut pas être numéro 1. Il y a de très bons numéro 2 et puis c'est bien comme ça. Tout le monde ne peut pas être le patron, tout le monde ne peut pas être le président. Il y a de très bons vice-présidents qui sont de bons technocrates et ça fonctionne. Et puis c'est pas nécessairement une façon de dire qu'on est diminué. En fait, il y a chacun des habilités. Je disais tout à l'heure que de bons créateurs ne sont pas nécessairement de bons développeurs. Il y a des gens qui sont très bons pour gérer, pour diriger une entreprise qui a déjà été mise sur pied. Mais maintenant, le jour, à l'instant même où ils décident de créer leur propre entreprise, patatras, ça ne marche pas. Parce que ce ne sont pas les mêmes habilités. Il a des bonnes habilités de développement. Tout comme il y en a qui ont de bonnes habilités de création. Ils se disent, bon, je vais lancer un projet, ils foisonnent d'idées, mais ils ne sont pas capables de développer après. Faire naître un enfant et élever l'enfant, c'est deux compétences différentes. Absolument. Et donc, oui, je ne suis pas entrepreneur, mais en revanche, je travaille beaucoup dans l'accompagnement des entrepreneurs. J'observe beaucoup l'écosystème entrepreneurial. J'essaie de comprendre les défis de l'écosystème entrepreneurial et puis de voir où est-ce que ça ne marche pas et identifier des solutions pour les accompagner. Parce que les qualités de développeur, je pense que j'en ai certaines, mais peut-être pas celles de créateur. Très bien. Et dans vos recherches, vous avez écrit plusieurs livres, dont le financement des PME et la performance du secteur public. Également un co-auteur de l'accompagnement de l'entrepreneuriat en Afrique francophone. Alors, en quoi ces livres peuvent aider concrètement un jeune entrepreneur? Alors moi j'ai toujours voulu, pour tous les autres ouvrages, il y a celui que nous avons commis il y a quelques années sur le secteur informel, l'autre sur le financement des PME. J'ai toujours voulu que ces ouvrages-là d'abord adressent des questions actuelles, des questions réelles que vivent nos entreprises, que vivent des acteurs de notre écosystème entrepreneurial, de nos PME, nos entreprises. Et ensuite, qu'ils non seulement adressent ces questions-là, mais apportent un début de réponse, un début de solution. Alors, en quoi ça peut être utile? L'idée à l'intérieur de cet ouvrage, comme les autres, c'est d'abord d'essayer de regarder les problématiques actuelles associées à l'entrepreneuriat. Ça, c'est une partie de l'ouvrage qui les identifie. Et dans une autre partie, d'indiquer les stratégies d'accompagnement, les stratégies
de promotion, de support de l'entrepreneuriat qui sont les plus adaptés selon le contexte qu'on vient de décrire et selon les réalités qui vivent ces entrepreneurs-là. Donc, ce sont des ouvrages qui habituellement sont faits pour plus d'un type de public. À la fois des entrepreneurs qui sont capables de voir, de se reconnaître dans une problématique, peut-être qu'ils vivent sur et qui se disent c'est peut-être anecdotique, il n'y a que moi qui le vis, mais de voir que non, de façon empirique, on a regardé 100, 200, 300, 500 entrepreneurs, même dans d'autres pays, puis il se trouve qu'à certains égards, ils vivent la même réalité que toi et que ce n'est pas juste une situation actuelle, une situation personnelle. Donc il y a d'abord cette dimension, que l'entrepreneur soit capable de voir ça, et puis de voir quelles sont les pistes qui sont proposées pour régler la problématique. Quand je parle des questions de planification, d'absence de planification, d'absence de préparation, d'incapacité, enfin, ne pas être outillé pour faire une bonne gestion de sa trésorerie, confondre sa poche avec la poche de l'entreprise, c'est ce qui arrive très souvent et tout. Et c'est une partie, c'est le troisième mobile d'échec des entreprises, qu'on fait toutes ces conditions. Donc, quand on met le doigt là-dessus, les gens se reconnaissent et puis on leur dit, voici ce qu'on pourrait faire. Ça, c'est le premier public. L'autre public, ce sont des dirigeants, des décideurs publics. Le but également de ces ouvrages, c'est de donner aux décideurs publics une bonne lecture de l'écosystème. Parce qu'on pense que les bonnes politiques, les bonnes stratégies qui sont implantées par des décideurs publics doivent s'inspirer des évidences empiriques. On ne peut pas se mettre dans un laboratoire et puis se dire, bon, qu'est-ce qu'on pense qu'on peut faire pour l'entrepreneuriat? Si on donne plus de subventions, ça va aller. Si on crée plus d'exploitants, non, on peut pas. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ça. Il faut diriger avec des données. Donc, on a besoin d'études sérieuses qui arrivent à la conclusion. Voici le portrait de la situation. Voici les vraies motivations pour lesquelles les gens entreprennent. Voici les vrais obstacles qu'ils vivent. Voici les vrais défis. Et une fois qu'on a cette bonne lecture, on est donc capable de mettre sur pied des politiques publiques qui vont toucher exactement ce que les gens vivent. Sinon, on va proposer des choses qui correspondent par leurs besoins. Donc, c'est aussi pour ça ces ouvrages-là, à la fois pour des entrepreneurs qui peuvent s'en inspirer et puis savoir qu'est-ce qu'il faut changer dans leur modèle, mais aussi pour des dirigeants qui devraient affiner leur politique. Très bien. Tout à l'heure, on parlait un des problèmes, un des obstacles rencontrés par les entrepreneurs, c'est le financement. Vous avez également écrit un livre là-dessus. Alors, comment procéder dans un environnement où la banque ne fait pas confiance à la PME ou à la start-up? J'ai entendu quelqu'un dire que le banquier vous prête un parapluie quand il ne pleut pas. C'est-à-dire quand vous en avez besoin. C'est une façon de voir les choses qui n'est pas totalement fausse. Mais en même temps, parfois on dit les méchants banquiers, ils prêtent pas. Mais en même temps, je veux relativiser, dans ce sens que les problématiques de financement, et puis on a fait tout un ouvrage là-dessus en 2015, le financement des PME. Les problématiques de financement que vivent les PME, en fait, sont liées à plusieurs facteurs. Il y a des facteurs qui sont liés qui sont inhérentes à ces propres PME-là, tout comme il y a d'autres facteurs qui sont liés à l'environnement des affaires de l'écosystème. Je vais donner quelques exemples. Commençons par les facteurs qui sont liés aux PME, parce que c'est bien que chacun prenne ses responsabilités aussi. C'est bien de taper sur le banquier. Je ne suis pas ici pour défendre les banquiers, ils sont capables de le faire seuls. C'est bien de taper sur les banquiers, mais je pense quand même que chacun devrait faire ses devoirs. Pourquoi est-ce qu'on ne prête pas, ou pourquoi est-ce qu'on prête difficilement aux PME? Il y a plusieurs raisons, je vais en donner quelques-unes. D'abord, dans l'environnement qui est le nôtre, les banquiers ne croient pas en la qualité des états financiers que présentent les PME. Quand je dis qu'ils ne croient pas en la qualité de ces états financiers, ils ne croient pas en la conformité de ces états financiers et en la sincérité de ces états financiers. Donc, conformité, est-ce que la PME a des outils nécessaires pour présenter les états financiers, tenue comptabilité selon les règles de l'art? Ils n'y croient pas beaucoup. Une étude, justement, dans l'ouvrage de 2015 laissait entrevoir que, dans le cas des PME, dans 95% des cas, le crédit qui est fait aux PME, les banques ne s'appuient pas sur leurs états financiers. Ils n'y croient pas du tout. Ils peuvent le faire sur la base d'autres raisons, des garanties ou bien autres éléments, ou bien sur la base de votre réseau, vous êtes connecté à qui? C'est très souvent, dans cet environnement, c'est plus pour ces raisons-là qu'on va prêter, même si on va vous demander vos états financiers. Mais ces états financiers, en fait, ne vont pas servir à prendre une décision de financement. Ils vont servir à justifier une décision de financement, parce que la vraie décision de financement ne s'appuie pas sur ces états financiers. À 95% des cas, les banques ne s'appuient pas là-dessus pour prêter. Donc même quand elles prêtent, c'est soit parce que vous avez une bonne connexion, un bon réseau, pas dans le sens nécessairement péjoratif, mais parce qu'on pense que vous avez une bonne garantie, un bon mentor, ou alors vous avez mis en garantie des biens d'une certaine valeur. C'est beaucoup plus dans ce sens-là. Donc, parce que les états financiers n'y croient pas. Autre élément, j'en parlais tout à l'heure, c'est la gouvernance même de la PME. Quand l'entreprise dépend, dans l'orientation de l'entreprise, son devenir, sa trajectoire dépend du bon vouloir
d'une seule personne, c'est quand même assez risqué. Ta personne a intérêt à être très très illuminée. Alors si on est face à un président fondateur, un patron, propriétaire d'une PME qui dit c'est ma chose et puis qui décide comme il veut, n'écoute personne, n'en fait qu'à sa tête, c'est quand même assez risqué. Alors que quand on est dans une entreprise de taille plus grande, avec des structures de gouvernance plus solides, on pense qu'un patron ne peut pas se lever seul un soir de folie et faire n'importe quoi. Parce que parfois, il y a quand même des dispositifs de contrôle, des dispositifs, des verrous qui lui empêchent de faire quoi que ce soit, même s'il est le principal dirigeant. Donc, ça, c'est deux des raisons. Il y en a d'autres pour lesquelles les PME, parfois, ça va être difficile pour elles de se qualifier. Donc, très souvent, certaines ne font pas leur devoir. Certaines, même parfois, n'ont même pas carrément de comptabilité. Et puis, se plaignent tout le temps en disant, on ne m'a pas prêté de l'argent. Donc, laissons cela. Alors maintenant, de l'autre côté, quels sont les mobiles qui sont liés peut-être aux banques ou à l'environnement des affaires? Il faut dire que les banques qu'on voit, oui, elles ont un rôle central dans l'économie qui est celui de l'intermédiation financière. Elles prennent l'argent à des gens qui sont venus faire leur dépôt. Quand vous et moi, vous avez un compte bancaire, vous déposez votre paye, vous déposez vos économies. C'est en grande partie cet argent que la banque prend pour prêter à d'autres personnes. Elle a intérêt à prêter à des personnes qui sont crédibles. Bien sûr. Donc là-dessus, il y a quand même... la banque, c'est l'une des industries quand même les plus normées. Donc, au-delà du fait que le banquier doit s'assurer de prêter à des gens qui sont crédibles, des gens qui sont capables de rembourser, donc lui-même développer des stratégies de gestion du risque pour trouver de bons clients, de bonnes personnes qui sont crédibles, mais il y a aussi que c'est une industrie où il y a un ensemble de règles prudentielles. Si je prends le cas du Cameroun, par exemple, on a la COBAC qui va dire aux banques, vous ne pouvez pas prêter à l'ensemble de l'économie plus que tel montant, plus que tel pourcentage de vos fonds propres. Parce que les fonds propres de la banque, c'est la première garantie. C'est pour ça que les banques sont un secteur où on demande un gros niveau de capital, parce que c'est ce capital qu'ils mettent qui est la première garantie des prêts qu'ils font. Parce que s'ils prêtent votre argent, ils prêtent à d'autres personnes, que ces personnes ne remboursent pas, c'est quoi la garantie? C'est d'abord le niveau de capital que la banque elle-même a implanté. Donc, on va leur dire, vous ne pouvez pas prêter plus que tel pourcentage ou tel multiple de vos fonds propres à l'ensemble de l'économie. Mais au-delà de ça, on va aller plus loin. On va leur dire, à une même entreprise, vous ne pouvez pas prêter plus que tel pourcentage de vos fonds propres. Et à un ensemble d'entreprises qui appartiennent au même groupe, vous ne pouvez pas prêter plus que tel montant. Donc, il y a déjà des limites au départ qui font que même si elle le voulait, même si elle le souhaitait, elle ne pourrait pas. Maintenant, on ajoute à ça le fait que on est quand même dans un environnement où il est difficile pour une banque, notamment quand on a une PME, de savoir, quand on venait la voir en disant « je veux un crédit », on n'a pas nécessairement d'outils qui lui permettent de savoir est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens à qui vous devez de l'argent à gauche, à droite. Quelle est votre historique de crédit? Quelle est votre crédibilité? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas déjà 2-3 fournisseurs qui sont à votre secteur? On n'a pas beaucoup d'outils qui permettent de faire ça. Et donc, quand elle est dans le doute, elle préfère s'abstenir. Et donc, quand elle s'abstient, elle ne prête pas beaucoup, elle va préférer dire non, non. Et le résultat, c'est quoi? C'est que le peu de gens à qui on va prêter, puisqu'elle veut faire quand même le même niveau de bénéfice, elle a des actionnaires qu'il faut qu'elle rentabilise, elle va prêter à des taux beaucoup plus élevés. Alors que si on avait plus de personnes, un plus gros bassin de personnes qui étaient crédibles, à qui on pouvait prêter, on pourrait arriver à des taux beaucoup plus faibles parce qu'on prêterait à un plus large nombre de personnes. Mais on n'a pas suffisamment de données. Là, on est dans un environnement. Autre chose, et c'est important de le dire, le climat des affaires, c'est important. Moi, j'ai toujours pensé que développement, c'est magnifique, hein? Infrastructure, financement et tout, c'est bien. Mais je pense que dans un pays, le développement, ça passe aussi d'abord par un ensemble d'institutions solides. Et la justice en fait partie. Si vous êtes dans un environnement où quelqu'un est capable d'emprunter votre argent, il ne rembourse pas, et vous n'avez pas de levier pour d'abord le repérer, le retracer, ou alors même vous l'avez repéré, retracé, mais il y a de fortes chances qu'il s'en tire parce qu'il est connecté quelque part, ça pose un problème. Donc le risque politique, il existe. La plupart des banques, quand elles ne prêtent pas, c'est parce qu'il y a un certain niveau de risque politique qui fait que, oui, à un moment donné, il a beau ne pas payer, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire parce qu'il a peut-être d'autres leviers pour s'en sortir, pour s'en tirer. Donc, dès qu'on a un environnement, je ne dis pas nécessairement que c'est le cas, mais dès qu'on a un environnement comme celui-là, les gens sont très frileux et puis ils ne prêtent qu'à ceux pour lesquels ils ont une assurance à 200-300%. Et malheureusement, ça donne une poignée de personnes qui vont devoir subir les taux d'intérêt très très élevés parce que c'est une façon de compenser le risque. Et je terminerai là-dessus, c'est aussi ce qui va expliquer pourquoi certains services connexes, et si vous regardez, pas juste au Cameroun, vous regardez la zone CEMAC, un peu dans l'UEMOA, c'est effarant la manière dont les services connexes des banques sont facturés.
Par exemple, les AGO, les frais de tenue de compte, vous avez besoin d'imprimer votre relevé et tout. Regardez les montants qui sont facturés. Donc ces banques-là, parce qu'elles ne peuvent pas faire le maximum d'argent sur leur activité principale, qui est de prêter, vendre l'argent comme on dirait couramment, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais qu'elles veulent quand même faire du bénéfice, elles vont essayer de facturer beaucoup plus des autres activités qui sont périphériques et des autres services, disons, pour pouvoir compenser, parce que, bien entendu, il y a des actionnaires qu'il faut compenser. Très bien. Puisqu'on parle de l'entrepreneur, comment contourner donc cette absence de financement lorsqu'on est un jeune entrepreneur? Qu'est-ce que je fais? Je veux entreprendre et la banque me dit je ne peux pas. Comment je fais? Alors, comme jeune entrepreneur, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire, mais je pense qu'on a la solution à tout le problème. Il y a peut-être des choses qu'on peut faire de notre côté. D'accord. L'idée aujourd'hui, il y a des sources alternatives de financement. Oui, les banques, ça aurait été intéressant parce que c'est leur rôle premier, puis ce sont des institutions qui fonctionnent avec une certaine crédibilité et autres. Maintenant, si on a des portes fermées de l'autre côté, aujourd'hui, de plus en plus, on va se dire, est-ce qu'on va y aller avec du crowdfunding? Est-ce qu'on va y aller avec des levées de fonds? Est-ce qu'on va essayer de trouver les business angels, comme on dit, les anges financiers, des personnes, certains types d'investisseurs qui vont rentrer dans notre capital. Donc l'idée, c'est de, selon le projet que nous avons aussi, de voir, est-ce que c'est pas mieux de faire rentrer des gens en termes de capital risque qui vont sortir dans 4, 5, 6, 7 ans? Est-ce que c'est pas mieux de s'associer avec d'autres personnes qui ont du financement? Peut-être moi j'ai l'idée, j'ai le capital intellectuel, j'ai peut-être le capital physique, mais peut-être il y a d'autres gens qui ont le capital financier avec qui on va s'associer, puis on sera copropriétaire. C'est de regarder ces autres perspectives-là. Mais je sais que parfois également on est dans un environnement où on se dit non, c'est ma chose, c'est mon projet, et on se voit mal comment on va le partager avec d'autres personnes, même si parfois ça peut être légitimé parce que des gens sont venus rentrer dans le projet puis vont peut-être s'en accaparer. Donc ça, c'est une chose. Alors, l'entrepreneur, il y a peut-être des choses qu'il peut voir de son côté. Mais je pense que c'est également important en face, notamment au niveau des décideurs publics, qu'on puisse avoir des instruments plus adaptés. Je vais peut-être prendre un exemple qui est celui du Canada, pas nécessairement pour dire que ce sont des leçons qu'on devrait tirer, mais c'est une forme de benchmarking. Même là-bas aussi, il faut se dire que, et j'en parle surtout pour montrer que cette affaire de banque qui ne prête pas beaucoup aux PME, ce n'est pas juste l'apanage du Cameroun, bien de l'Afrique centrale, non, non, non. Même ailleurs, on a la même réalité, probablement dans des proportions différentes, pas avec la même acuité. Justement, dans ces environnements, parce qu'on sait que les banques ont du mal à prêter à des entrepreneurs qui commencent. Et puis, ça peut se comprendre. Hein? Quelqu'un qui vient de démarrer, il a un business plan où tout est idéal et tout. Lui-même, il ne sait pas ce que sera vraiment l'entreprise. Donc, c'est très risqué quand même un entrepreneur qui démarre à peine. Quelqu'un qui a déjà démarré depuis quelques années, qui veut passer à un autre niveau, ça, c'est autre chose. Mais quelqu'un qui démarre, même là-bas, c'est difficile de se faire financer. On peut, mais c'est difficile. Et parce que, justement, les traditionnelles banques commerciales ont du mal à faire confiance à ces entrepreneurs qui débutent, qui n'ont qu'un business plan, qui en réalité, à 100% du cas, ne va jamais être ce qu'on a vraiment tracé sur papier. La réalité sera toujours différente, systématiquement. Donc, les banques n'y vont pas. Alors, qu'est-ce que les États font? Les États se disent, mais en même temps, on ne peut pas laisser l'entrepreneuriat se mourir, il faut qu'on fasse quelque chose. On a créé donc au Canada ce qu'on appelle la Banque de développement du Canada, qui est une banque 100% ancrée sur les entrepreneurs. On dit, les banques commerciales vont commencer à vous prêter quand vous commencez déjà à fonctionner. Si demain tu as une commande, tu peux recevoir un préfinancement pour gérer ta commande, donc gérer le fonds de roulement et autres. Mais par contre, quelqu'un qui démarre, c'est important que cette banque-là arrive. Et cette banque-là, justement, vient régler cette problématique en se disant, vous êtes particulièrement plus risqué et on va donc vous donner un crédit qui est adapté à votre situation. Et donc, ce sont eux qui vont prêter aux entrepreneurs. Mais ils ne vont pas faire que prêter parce que le risque demeure. Comme ils savent que ces entrepreneurs-là sont très à risque puisqu'ils commencent, ils vont donner du financement avec un accompagnement. Vous venez avec votre business plan ou bien votre business model, on regarde le projet, on vous aide à le restructurer, on challenge certains aspects du projet, on vous demande de le retravailler jusqu'à ce qu'il soit mieux, qu'il soit mature. On se dit, OK, là, on pense qu'on tient quelque chose de concret. Donc, ils ne vont pas juste vous donner de l'argent et puis tourner le dos. Ils vont vous accompagner sur que le projet tienne la route. Que ce soit un projet vendeur. Et quand ils vont vous financer, ça ne sera pas tout. On va vous dire, vous avez besoin de quoi maintenant? On vous donne ce bloc-là. Dans 6 mois, vous aurez besoin d'acheter la machine. C'est dans 6 mois qu'on débloque le reste. On ne va pas vous décaisser 50 millions pour que vous ayez organiser un mariage au village avec ça. Non, donc. Bon, si on est entrepreneur, on ne pense pas forcément à cela. Bon, si on est entrepreneur qui veut vraiment faire de l'entrepreneuriat,
Bon. Si on est entrepreneur d'étoffe, oui, parce qu'il y a aussi des entrepreneurs qui ne le font pas nécessité. Bon, le Cameroun a quand même la banque des PME et on parle de plus en plus du fonds de garantie des jeunes entrepreneurs. Est-ce qu'on ne doit pas se dire que... Vous faites bien de le mentionner parce que sur le parallèle que j'avais fait, c'est l'outil qui est, ou je ne sais pas si j'avais dit qui était, qui jouait le rôle de ce que je viens d'expliquer pour la Banque de développement du Canada. Mais je ne vais pas beaucoup m'avancer parce que je crois qu'il lui manque beaucoup de capitaux elle-même. Bon, un autre, comment je vais dire, celles qui connaissent, qui rencontrent aussi ce problème de financement, malgré leur potentiel, vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont les femmes. Est-ce qu'ici, il y a un peu du sexisme dedans? Pourquoi est-ce que les femmes entrepreneurs ont du mal à avoir les financements? C'est une réalité factuelle. C'est difficile pour la plupart de jeunes entrepreneurs ou bien des entrepreneurs nouveaux, je dis jeunes dans le métier, gens qui démarrent nouvellement d'avoir du financement en général. Mais ça l'est encore plus pour des entrepreneurs de sexe féminin. Oui, il y a des défis sexo-spécifiques là-dessus. Et c'est vrai également ici, c'est également vrai de l'autre côté de l'Atlantique aussi. Pour quelle raison? Alors, je vais prendre deux réalités. Je vais prendre peut-être une réalité générale et puis je vais prendre une réalité contextuelle, africaine, subsaharienne. Le défi qu'on a pour le financement de l'entrepreneuriat féminin, c'est que, ou les obstacles spécifiques à l'entrepreneuriat féminin plus largement, sont liés à deux choses. Il y a d'abord la façon dont certaines femmes se voient elles-mêmes comme entrepreneurs, comment elles se perçoivent, mais il y a également le regard que portent sur elles un certain nombre d'acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Si je prends le cas de l'Afrique subsaharienne et de certains pays, la plupart des pays, avec la culture que nous avons, de tradition bantou parfois, peu et autres, il faut d'abord voir pourquoi est-ce que les femmes se lancent en affaires. Souvent, elles vont se lancer en affaires parce qu'elles veulent régler un besoin ponctuel. J'ai besoin d'envoyer les enfants à l'école, j'ai besoin de payer leur scolarité, j'ai besoin de compléter le revenu familial. Elles vont se lancer pour ces raisons. Et donc, si j'obtiens ce qu'il me faut, je m'arrête là. Je ne veux pas aller beaucoup plus que ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, parfois, elles ne vont pas, elles vont avoir l'impression que est-ce que je mérite vraiment? Parfois, elles vont se sous-estimer alors qu'elles ont un potentiel incroyable. Elles vont se dire, est-ce que je ne suis pas trop ambitieuse? Est-ce que je ne suis pas en train de faire preuve d'un peu trop d'audace dans ce que je demande? Et ça a été démontré, que ce soit ici ou que ce soit dans l'espace occidental. Les femmes, très souvent, vont d'abord avoir un certain niveau d'autoflagellation qui vont faire qu'elles ne vont pas demander le financement dont elles ont besoin. Si une femme a un projet de 10 millions, un projet nécessite vraiment 10 millions, c'est ce qu'il faut pour réaliser ce projet-là, elle aura du mal à demander ce montant. Elle va se dire, mais ça peut paraître prétentieux. Elle va se dire, peut-être je vais demander 2 ou 3. Donc elle-même va s'auto-limiter. Alors qu'un homme ne va pas se gêner de demander les 10 millions, parfois même quand il ne sait même pas ce qu'il va faire de ça, parce qu'il va se dire, non, je peux. Donc, parfois, elles vont s'auto-limiter. Donc, elles vont se dire, soyons modestes, soyons humbles, n'allons pas trop loin. Donc, on a d'abord ce défi. L'autre défi, c'est que les institutions financières, par exemple, portent un autre regard sur les femmes qui est celui de se dire, est-ce que ces personnes-là vont tenir la route sur le long terme? C'est-à-dire, même quand vous avez une femme qui est brillante, qui sait exactement ce qui est fait, qui a mis sur pied une solution et qui demande du financement, des institutions financières comme des investisseurs vont se dire c'est intéressant. Mais à la fin de la journée, ça reste une femme. Demain, elle va vouloir se marier, elle va vouloir faire des enfants. Et le projet, qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que d'autres argent est arrivé parce que si elle décide de se consacrer à ses enfants, est-ce que... Et donc, c'est comme ça que, veut pas, ils auront ce type de réflexion alors que le projet est pourtant intéressant et puis c'est pas nécessairement incompatible avec une forme de maternité. Elle peut bien se marier, elle peut bien faire des enfants et être totalement entrepreneur et le faire de façon correcte. Mais il y aura toujours cette suspicion de se dire est-ce que quelque part à un moment donné elle va pas lâcher tout ça pour faire autre chose? Malheureusement, c'est ça. Donc voilà à peu près le regard qu'on pose là-dessus. Et peut-être un point important pour terminer là-dessus et je reviens à nos banques. Nous sommes dans un environnement où, pour avoir du crédit, il faut de la garantie. Une bonne partie des garanties, ce sont des propriétés, des terrains et autres. Or, on est dans un environnement où, rarement, les femmes vont avoir ces biens-là d'emblée
parce que ce sont des traditions où les femmes n'héritent pas. Bien sûr. Dans une famille, on se Ça, dit, ben, une femme, elle va se marier, donc elle va se marier, donc c'est pas grave. Quand on partage le patrimoine familial, on va donner au garçon, elle, c'est pas grave, elle ira se marier. Donc, ce qui fait que d'emblée, elle est déjà défavorisée. Et donc, comme les institutions vont demander en général des terrains, des maisons et tout ça comme garantie, elle part déjà sur la ligne de départ avec beaucoup de retard. Donc malheureusement, ça fait partie des raisons pour lesquelles, entre autres, il y en a plein d'autres, pour lesquelles elles auront beaucoup de défis, non seulement en entrepreneur, mais d'abord précisément pour la question du financement. Mais quelle solution le chercheur que vous êtes ou l'expert que vous êtes peut donner aux femmes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui peut-être savent déjà qu'il y a ces obstacles devant? Il y a des solutions pour ces femmes, mais aussi pour des institutions ou des structures qui les accompagnent. Parce que le défi dans notre environnement, et nous avons commis quelques travaux là-dessus, parce qu'on se disait, mais on a quand même, Dieu seul sait qu'on a tellement de programmes, de structures, de services, d'accompagnement de l'entrepreneur féminin. Et on s'est intéressé là-dessus pour savoir, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne produit pas des résultats beaucoup plus importants? Pourquoi ça semble ne pas être efficace? Pour se rendre compte de deux choses. La première chose, et ça m'amène à la réponse à votre question, la première chose, c'est que on n'a pas vraiment de programmes d'accompagnement de l'entrepreneur féminin. La plupart des programmes qui se disent être des programmes d'accompagnement sont des programmes de promotion de l'entrepreneur féminin. Oui, il faut que les femmes se lancent en affaires, il faut oser, c'est de la promotion, c'est pas de l'accompagnement. C'est motiver des gens, c'est bien. L'accompagnement, c'est vraiment de tenir la main, faire du suivi conseil individualisé, amener des gens, descendre ensemble, faire ensemble. Donc, d'abord, c'est pas des programmes d'accompagnement, c'est pourquoi ça marche pas. Et même quand on a des programmes d'accompagnement, ce sont des programmes qui, en fait, ne vont pas être efficaces parce qu'ils ne prennent pas en considération les raisons fondamentales pour lesquelles il y a des différences entre les hommes et les femmes en entrepreneuriat. Très souvent, ça va être des programmes en entrepreneuriat féminin qui, en fait, vont donner exactement le même contenu de formation, le même contenu d'accompagnement aux femmes, comme on l'aurait fait avec d'autres hommes. C'est juste que ça, des femmes, quand on le fait, on dit, ben, c'est de l'accompagnement d'entrepreneur féminin. Ça ne marche pas. On ne peut pas accompagner des femmes comme on accompagne des hommes. Pour que ce programme d'entrepreneuriat féminin fonctionne, il faut qu'il intègre les raisons fondamentales pour lesquelles il y a des différences entre les hommes et les femmes. On l'a dit tout à l'heure, il y a une question d'estime de soi. Il faut que la femme se dise, je suis capable, je peux aller loin, je mérite, je ne suis pas imposteur. Mon projet c'est 20 millions, je veux 20 millions. Je suis capable de piloter un projet, je suis capable d'arriver à des résultats, qu'elle se le dise déjà elle-même. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas faire un tel programme sans tenir compte des aspects de leadership. Si on vient juste lui montrer le business, mais autant régler les questions de leadership, d'empowerment féminin qui vont lui faire prendre conscience de ce qu'elle est capable, on ne serait pas allé très loin. Ça, c'est la première chose. Si également dans ces programmes d'accompagnement, on ne tient pas compte du fait que l'environnement les voit déjà d'abord comme des femmes au foyer avant d'être accessoirement des entrepreneurs, dans la plupart des cas, c'est pas toujours le cas, mais dans la plupart des cas, si on n'intègre pas ça dans ces programmes d'accompagnement, on ne va pas très loin. Donc, pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse aller plus loin, il faut qu'on règle ces deux dimensions-là. De faire comprendre, de sensibiliser ces institutions à l'effet de ce que c'est vérifié, c'est prouvé. Nous sommes dans un environnement où les personnes les plus crédibles, les personnes qui remboursent le plus facilement, le plus rapidement leur crédit, ce sont des femmes. Parce que sociologiquement, c'est des personnes, bon, en dehors de certaines catégories, tout, mais sociologiquement, ce sont des personnes qui ont horreur du crédit. Elles ne veulent pas devoir aux gens, elles ont du mal à rester tranquilles tant qu'elles savent qu'elles doivent à quelqu'un, normalement, la plupart du temps. Et donc, c'est ce qui fait qu'elles vont être plus assidues à rembourser les crédits dans les délais, dans le temps et autres. Mais curieusement, ce sont des personnes qui remboursent plus facilement, qui ont du mal à avoir du financement, parce qu'on se dit toujours, est-ce qu'elle va être capable de gérer le projet, bon, mais est-ce qu'elle a la capacité de le porter loin? Donc, c'est d'avoir des programmes d'accompagnement qui, d'une part, les préparent d'un côté, mais sensibilisent également cet environnement-là à l'effet de ce que c'est des gens qui sont au moins aussi capables que des hommes de produire des choses intéressantes. Très bien. Je voudrais qu'on parle de risque maintenant, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on ne parle pas, je veux dire qu'on ne présente pas beaucoup aux entrepreneurs le risque, la résilience, les échecs qui peuvent arriver. Je voudrais qu'on s'arrête un peu ici sur des risques imprévisibles. On a pensé son projet, on l'a couché sur un business plan, on est certain que ça va marcher, mais comment contourner les risques imprévisibles? Ici, je veux prendre le cas de la pandémie, par exemple. Personne ne l'a vu venir. Comment on contourne ce genre de risque
qui nous tombent sur la tête comme ça? Alors, deux choses. J'ai la chance d'enseigner l'entrepreneuriat dans le contexte africain et dans le contexte nord-américain, et ce n'est jamais le même contenu parce que c'est deux réalités totalement différentes. Moi, ce que je pense, le business plan dans un environnement comme le nôtre, ce n'est pas efficace. Ce n'est pas la bonne façon d'enseigner l'entrepreneuriat en Afrique. Ce n'est pas la bonne façon d'évaluer un projet. Nous sommes dans un environnement où il est peut-être plus efficace d'y aller avec une méthode d'effectuation. On va sur le terrain directement et puis on se casse la figure, on estime quel est le niveau de risque qui est acceptable, quel est le niveau de perte qu'on est capable d'accepter, et puis on se lance sur le terrain et on fait nos erreurs et on corrige. Parce qu'en fait, le business plan, ça peut fonctionner dans un environnement où on a des éléments qui nous permettent en fait de faire des prévisions. On est dans un environnement où c'est déjà difficile de prédire ce qui va se passer dans 6 mois. Quand quelqu'un fait un business plan sur 3 ans, j'en ai même vu qui faisait sur 5 ans. Sincèrement, qui peut croire ça? C'est de la bouillie pour chat. Moi, en fait, le business plan dans notre environnement, ça me rappelle toujours plus jeune quand j'apprenais à conduire. Pour nous faire conduire, on nous amenait dans un très beau quartier à Bonapriso. Il n'y a pas de voiture, il n'y a personne qui passe. Vous conduisez, tout est beau, ça se passe bien, ça fonctionne. Vous obtenez votre permis et puis vous allez en Dokoti. Réalité différente. C'est ça le business plan, en fait. C'est un peu comme si vous êtes dans un laboratoire, vous faites quelque chose de totalement idéal qui ne tient pas compte des interactions, de la façon dont vos compétiteurs vont réagir, de la façon dont le marché va s'adapter. Et puis quand vous arrivez dans la vraie vie, c'est totalement différent. En plus de ce que dans notre environnement, une des raisons pour lesquelles également, je vais encore taper sur le business plan, ça ne peut pas fonctionner dans notre... Pas que c'est un mauvais outil, non, c'est un très bon outil, je dis qu'il est important d'en faire un. Mais dans notre environnement, c'est difficile de s'appuyer dessus uniquement parce que très souvent, les gens qui vont faire un business plan, à la fin, vont arriver à un chiffre qui dit, bon, d'après mes projets, il me faut par exemple 5-10 millions. Mais on va passer 2 ans à chercher le 10 millions en question sans le trouver. Finalement, dans 2 ou 3 ans, quand on finit par avoir le 10 millions, vous pensez que le projet de l'environnement restait le même? Les choses ont beaucoup évolué. Donc, c'est pourquoi, pour revenir à la question du risque, et peut-être la meilleure façon de l'appréhender dans notre environnement, c'est vraiment de définir un niveau de perte acceptable, un niveau de risque acceptable, et puis de se lancer directement sur le terrain, et puis d'apprendre de ses erreurs. Parce qu'en fait, le modèle d'effectuation, qui me semble être plus approprié dans notre contexte, c'est un modèle où vous avez une idée. Vous dites par exemple, admettons que je vais faire des t-shirts, je vais faire telle marque de t-shirts parce que voilà, on a la CAN qui arrive, la Coupe du Monde qui arrive, je vais faire un modèle de t-shirts puis je vais les vendre. Vous dites, ok, j'ai un 300 000 que je suis prêt à sacrifier là-dessus. Je vais faire d'abord une poignée de 300 000, je vais faire de la sérigraphie dessus et puis je vais vendre, je vais voir ce que ça donne. Si ça marche, j'en achète pour 600 et ainsi de suite. Alors, une fois que vous avez dit, j'ai un 300 000 que je suis prêt à sacrifier, vous vous lancez donc à faire ça. En ce moment, vous avez déjà fait le deuil de ces 300 000-là. Même si vous perdez, c'est pas grave parce que de toute façon, vous avez dit ça, c'est ce que je suis prêt à perdre sans que ça me dérange beaucoup, ma vie ne s'arrête pas là. Donc, ce qui fait que vous allez le faire. Et si vous vendez, ou alors si des gens vous disent non, j'aurais préféré plutôt un polo, ils vous donnent des idées qui vous permettent de bonifier. Un autre, il vous dit non, vous aurez peut-être pu penser faire longue marche, courte marche. Ok, vous intégrez. Et au fur et à mesure que vous avancez de ces conseils, vous améliorez votre concept, votre projet, et puis vous voyez tous les risques. Et puis, donc, il faut directement descendre dans l'arène parce que si vous restez dans le laboratoire du business plan, ça ne marcherait pas beaucoup. Donc, je pense que dans notre environnement, c'est peut-être la meilleure façon. C'est d'accepter un risque, d'assumer un niveau de risque qu'on est capable de supporter et de se lancer et d'apprendre directement et de peaufiner parce que quand on se lance, tous les entrepreneurs le savent, votre projet final, c'est jamais ce que vous aviez pensé. Vous avez une idée, mais au fur et à mesure que vous avancez, vous peaufinez, vous ajustez, vous recadrez en fonction des commentaires, des feedbacks, des besoins, et puis en bout de ligne, vous arrivez à un projet X qui n'était pas nécessairement celui que vous aviez. Mais si on n'a pas la résilience, j'ai envie de dire nécessaire, l'échec peut faire qu'on abandonne tout. Est-ce que tous les entrepreneurs seront donc prêts ou alors auront un 300 000 prêts à perdre dans cet environnement? Bon, ça peut être 300, ça peut être 30 000 et autres. C'est un exemple. La question que vous posez, en fait, ça ramène à un des éléments qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce que tout le monde peut entreprendre? Parce qu'entreprendre, on aime bien voir, et puis dans des événements, on présente le succès. Ouais. Mais c'est important d'expliquer que derrière ces succès, il y a beaucoup d'échecs. Parfois, c'est parce qu'on a échoué 10 fois qu'on a reçu 2 fois après.
Et la plupart du temps, il y a des échecs. Il y a plus d'échecs que de succès. Donc, ce qui fait que quand on est entrepreneur, ça demande quand même certains traits de caractère. On doit être passionné d'abord. Si on n'est pas passionné, ça ne vaut pas la peine. Il faut arrêter ça tout de suite. On doit être déterminé. On doit avoir de l'entre-gens. On doit surtout être résilient. Si on n'a pas ces éléments-là, je pense qu'on n'ira pas jusqu'au bout. Donc, ce sont des éléments qu'on devrait avoir, bien si on n'a pas, qu'on devrait travailler. Et c'est pour ça que je disais encore tout à l'heure que tout le monde n'est pas fait pour ça. Regardez, je vous donne un exemple. Dans nos familles, je pense qu'on a tous ce problème-là. Vous avez peut-être un cousin ou un frère qui tout le temps vous sollicite, il aura besoin d'argent et autres. Vous le faites autant, à un moment vous dites, mais je vais l'autonomiser. Je vais lui donner un montant X et puis il va aller développer un fonds de commerce et puis il sera autonome et tout. Vous lui dites, bon voilà, peut-être voilà 100 000, voilà 200, voilà 500 000, dépendamment. Essaie de faire un commerce et tout, comme ça après... Dans 80% des cas, ça échoue, ça foire. Ça ne marche pas. Et on l'indexe en disant, mais c'est pas possible, on t'a donné un fonds de commerce ici. Mais c'est pas de sa faute. Rien n'a été pensé en amont. Non, parce qu'en fait, on a voulu l'improviser entrepreneur. Mais qui nous dit qu'il est capable d'entreprendre? Qui nous dit qu'il a l'étoffe d'entrepreneur? Qui nous dit qu'il est capable d'être même un commerçant ou un entrepreneur? Mais on s'est dit, non, tu seras entrepreneur, je te donne tel montant et tout. Donc, s'il n'a pas ce mindset, s'il n'a pas ces habiletés, et qu'il ne les a pas acquis par la suite, comme c'est le cas très souvent, ça ne va pas marcher. Et on va s'en prendre à lui, alors qu'en fait, c'est parce que nous avons voulu faire de lui quelque chose qu'il n'est pas. Nous avons voulu faire de lui quelqu'un qu'il n'est pas. On a voulu, en fait, comme dit mon ami Alain Quadio, il dit, on a voulu, en fait, créer l'entreprise avant de créer l'entrepreneur, alors qu'il faut d'abord créer l'entrepreneur avant de créer l'entreprise. Alors tout à l'heure, j'ai parlé du coronavirus. Je voudrais parler également de la reprise. C'est une période tout aussi particulière que la précédente, surtout pour les sociétés. Comment, selon vous, quel est le rôle que les PME ont joué dans cette reprise post-Covid? Le rôle qu'elles jouent déjà, même avant, parce que déjà avant Covid, les PME jouent un rôle central dans nos économies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 90% du tissu économique dans la plupart d'autres pays produisent à peu près au moins 50% du PIB. Et donc, il y a déjà un rôle central. Et puis, les PME sont les premiers pourvoyeurs d'emplois. Les PME, avec après la fonction publique, sont parmi les entreprises qui donnent le plus d'emplois, qui sont les premiers pourvoyeurs d'emplois. Donc, il y a déjà un rôle central qui sont joués. Pendant la pandémie, elles ont été parmi les entreprises qui ont été très touchées. Et pour la reprise post-pandémique, donc, dans la perspective d'ouvrir une nouvelle ère de prospérité et de relance, ces entreprises ont joué également un grand rôle, notamment des rôles de relais, parce que certaines d'entre elles font partie des chaînes d'approvisionnement, et puis ce sont des domaines à travers lesquels elles ont été touchées pendant la pandémie, donc ralentissement des chaînes d'approvisionnement et autres. Donc là-dessus, pour la reprise post-pandémique, elles jouent également ce rôle important là, parce que ce sont des entreprises qui sont les plus proches du terrain. Ce sont des entreprises qui, en fait, vont toucher à des besoins quotidiens des populations et des agents économiques. Et donc, pour la reprise post-pandémique, ce sont également des structures sur lesquelles il faut s'appuyer parce que ce sont elles qui sont les premières capables à sentir quelles sont les tendances du terrain. Donc elles sont capables de jouer ce rôle de relais-là surtout parce que ce sont celles qui sont les plus proches du terrain. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'environnement. C'est important, lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, de penser l'environnement. Vous êtes Camerounais. L'environnement au sens écologique ou au sens environnement des affaires? Pas l'environnement écologique, l'environnement. Pas écologique, on ne fait pas l'écologie. Encore que ça peut rentrer dans certains business. Alors, vous êtes Camerounais, mais en même temps, vous enseignez au Canada. Quel est l'apport de l'expérience québécoise au Cameroun? Est-ce qu'il y a des similitudes ou alors qu'est-ce qu'un Camerounais, une PME camerounaise peut gagner à écouter ou alors à vivre l'expérience québécoise? En matière de formation, d'accompagnement en entrepreneuriat, oui. Un des aspects peut-être sans prétention, je pense que pas nécessairement que le Québec a des leçons à donner ou peut-être le Québec a des exemples à faire valoir en entrepreneuriat, c'est que c'est un environnement comme dans l'ensemble du Canada où l'entrepreneuriat est très valorisé. Je ne compte pas l'investissement qui est fait
en entrepreneuriat par les différents paliers gouvernementaux, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, les gouvernements municipaux, investissent énormément en matière d'entrepreneuriat, formation, accompagnement, services, en matière de ressources humaines, de TI et autres. C'est vraiment toute une religion parce qu'on croit en l'entrepreneuriat. On pense que s'il y a plus de créateurs, s'il y a plus d'innovateurs dans une société, ça fait plus d'entreprises, ça fait plus de valeur ajoutée et puis ça booste l'économie. Donc vraiment, c'est tout un credo. Et parce que c'est un credo depuis longtemps, sur certains aspects quand même de l'accompagnement entrepreneurial, je pense qu'il y a une expertise qui a été développée, même au niveau de la formation en entrepreneuriat, des stratégies pédagogiques pour former des gens en entrepreneuriat, quel type de formation est adéquate. Je pense là-dessus, il y a des façons de faire qui ont été prouvées, il y a des façons de former, d'accompagner, qui ont fait les preuves parce que ça fait longtemps qu'on investit. Alors donc, de ce point de vue, et c'est peut-être un des aspects qu'on a voulu ressortir dans le Forum international sur l'entrepreneuriat, de partager un peu cette expérience, de montrer ce savoir-faire-là qui a été développé au fil des années et puis qui sans doute qui a été éprouvé. Donc ça c'est un point. Parce que l'ouvrage dont on a parlé tout à l'heure, quand je le finalisais, ça m'a ouvert une autre perspective sur une partie que nous avons fini par ajouter, notamment concernant la formation à l'entrepreneuriat. Je m'explique. Il y a 3 travaux dans l'ouvrage qui ont été faits par 3 collègues dans 3 pays différents. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Et les 3 travaux arrivaient à des mêmes conclusions. À l'effet que la formation en entrepreneuriat dans nos pays, telle qu'on l'a fait, ne suscitait pas de vocation. N'amenait pas des jeunes des programmes de formation en entrepreneuriat dans les universités et des écoles de commerce. Quand on exposait des étudiants à ça, ils sortaient pas en se disant « Waouh, j'ai suivi une formation en entrepreneuriat, je suis galvanisé, je vais être entrepreneur. » Non, non, non. Ce qui suscitait davantage d'intérêt chez eux, c'est quand on faisait venir un entrepreneur ou une entrepreneur qui partageait son expérience, qui expliquait quels sont les défis qu'on a eus, comment est-ce qu'on les a contournés, comment on a trébuché et autres. Ça les galvanisait. Mais par contre, une formation dans une salle de classe où on dit, bon, voilà le business plan, voilà ce qu'on fait, voilà, on a cette partie, voilà comment on le fait et tout. À la fin, en fait, ça ne fonctionnait pas. Alors, ce que je veux dire, c'est pas que la formation n'est pas utile, non, non, pas du tout, je ne dirais pas ça. C'est que la formation telle qu'on l'a fait, le mode d'emploi semble ne pas être intéressant. Donc, dans les 3 pays, on arrivait au même résultat. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entrepreneuriat, c'est une discipline d'action. On ne peut pas former des entrepreneurs comme si on les formait en mathématiques ou on formait en histoire, en géographie. Pas pour dire que ce sont des disciplines qui sont moins, mais il y a des disciplines qui sont des disciplines d'action et puis d'autres qui sont un peu plus passives, donc qui sont des disciplines de connaissance. Alors donc, il faut trouver des méthodes socio-constructivistes de formation, de pédagogie. Est-ce qu'on y va avec une forme d'apprentissage par problème, d'approche par des cas? Est-ce qu'on y va avec des approches par compétences? Et c'est ça qui semblait fonctionner. Et sur la base de ce qu'on a vu dans ces 3 études, on a essayé de regarder à l'international, incluant différents pays africains, Afrique plus les autres, pour voir quand même s'il y a des similitudes. On s'est rendu compte que ce qui semble fonctionner internationalement, inclus en Afrique, ce sont des programmes de formation, en tout cas des méthodes de formation qui sont axées sur du coaching, sur du mentorat, sur des suivis conseils individualisés, sur des expériences, sur un ensemble de bouquins entrepreneuriaux. C'est ça qui semblait porter plus de fruits. Des gens sortaient de là imprégnés de quelque chose qu'ils pouvaient répliquer dans d'autres projets d'entreprise. Parce qu'en fait, quand on est vraiment entrepreneur, c'est difficile qu'on se limite à une entreprise parfois. On veut en créer d'autres. Et donc, on sortait de là avec des choses qu'on est capable de répliquer. Donc, en gros, c'est pour dire qu'un des aspects sur lesquels Québec-Canada, il y a peut-être des éléments de contribution. C'est sur ces éléments-là, parce que ce sont des méthodes qui ont déjà été développées, qui ont été affinées au fil des années. Au fil du temps. Alors, ça m'amène à parler donc de ce forum international sur l'entrepreneuriat. Vous êtes coordonnateur scientifique. Quels sont les objectifs visés par ce 3e forum et pourquoi avoir choisi Douala au Cameroun? L'année dernière, c'était au Bénin. Oui, et la première année, c'était à Dakar, au Sénégal. Oui. Alors, je vais peut-être déjà préciser que le forum est institutionnellement organisé par la délégation générale du Québec à Dakar. Alors, petite parenthèse pour planter le décor. En fait, au Canada, on a 10 provinces et 3 territoires. Et chacune des provinces, en fait, c'est un État fédéral. Et chaque province a une certaine autonomie sur certains sujets. Donc, le Québec, comme une province,
est en mesure également de nouer des ententes avec d'autres pays pour ses propres intérêts. Il n'y a pas de problème à ça. Et c'est dans cette perspective-là que le Québec, depuis quelques années, installe des représentations diplomatiques. Ça se faisait déjà avec l'Europe et puis les États-Unis depuis très longtemps. Il y a une délégation générale du Québec à Dakar qui est comme une forme d'ambassade du Québec, même si ce n'est pas le nom d'ambassade parce que ce n'est pas un pays en soi, mais il peut avoir ses représentations diplomatiques. Donc, en Afrique, depuis quelques années, le Québec renforce sa présence. Donc, dans les 10 dernières années, il y a eu l'installation de 3 représentations. Une à Dakar qui est une délégation générale, le bureau du Québec à Abidjan, le bureau du Québec à Rabat. Alors, la délégation générale du Québec à Dakar couvre 12 pays, incluant le Cameroun. Et donc, la première édition s'est faite à Dakar. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ils sont à Dakar, donc on l'a fait à Dakar. La deuxième édition est restée en Afrique de l'Ouest, à Cotonou, au Bénin. Et en Afrique centrale, le pays phare du point de vue du Québec, c'est le Cameroun. Et il était important, après avoir fait 2 éditions en Afrique de l'Ouest, de regarder du côté du Cameroun, qui de leur point de vue est le pays en Afrique centrale avec lequel ils veulent développer davantage et qui est même parmi les 12 pays qu'ils couvrent, celui qu'ils pensent être économiquement le plus important. Donc c'est la raison pour laquelle, pour cette 3e édition, il était important d'arriver sur la terre des lions indomptables. Et quel est l'objectif attendu disons, c'est fini, le forum il est terminé. Est-ce que les objectifs sont atteints? Quels étaient ces objectifs au départ et est-ce que vous les avez atteints? Alors, le but du forum, dès le départ, c'était de se dire la question de l'entrepreneuriat, c'est celle qui nous rassemble. Québécois, Canadiens, des Québécois, Canadiens ou des Camerounais. On se retrouve sur la question d'entrepreneuriat et en Afrique encore, pour des raisons qu'on évoquait au début de notre entretien, on a une jeunesse importante. N'oubliez pas qu'on est une région du monde où la population double tous les 25 ans. Tous les quarts de siècle, on double de population, donc ce qui fait qu'on a une jeunesse importante, forte, active, ambitieuse. Et cette jeunesse-là, il faut la canaliser. Et donc, on a pensé que le credo de l'entrepreneuriat était important. Et il y a d'autres éléments qui nous confortent là-dedans. Si nous regardons la fonction publique au Cameroun, on regarde le secteur privé, les personnes salariées, des personnes qui ont un emploi. Fonction publique, secteur privé, vous en avez à peu près tout au plus, un peu moins de 900 000 personnes qui ont un matricule ou bien qui ont un emploi salarié. Alors que la population active est probablement largement au-delà de 13 millions de personnes. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tous ceux qui sont sur les bancs aujourd'hui n'auront pas un emploi demain. Tous ceux qui sont là dans des écoles de commerce, dans des universités, qui seront diplômés n'auront pas tous un emploi, parce que si on a moins d'1 million de personnes qui sont salariées, toutes tendances confondues, secteur privé, public, philanthropique, oui. ONG et autres, alors qu'on a une population active qui s'élève à plus de 7 chiffres, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça veut dire qu'un bon nombre de ces gens-là vont se retrouver sans emploi, donc vont devoir entreprendre, vont devoir se mettre à leur compte, et s'ils ne sont pas outillés, structurés, vont se retrouver dans l'informel. Donc, c'est important de commencer à préparer cette jeunesse-là à l'entrepreneuriat en se disant, dans ce que vous faites, continuez vos études, il n'y a pas de problème, mais c'est important qu'à côté, vous développiez des habiletés d'entrepreneur parce que si à la fin, vous n'avez pas d'emploi, soyez capable de vous auto-employer. Et pour ça, on sait qu'on a besoin d'autres habiletés, autres que des habiletés de connaissances qu'on a prises en classe. Donc, en gros, en fait, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce forum a choisi de s'axer sur l'entrepreneuriat. Et dans le cas de cette édition-ci en particulier, il était question de toucher à des problématiques actuelles que nous avons en matière d'entrepreneuriat. Transformation numérique, par exemple, aujourd'hui c'est un pilier central dans des entreprises et des PME. De plus en plus, ça donne à cette transformation numérique. Question d'entrepreneuriat féminin, dispositif d'accompagnement financier, non financier. Donc ce sont des questions que nous avons développées et que nous avons discutées dans le cadre du forum. D'accord. Avant de parler du thème, est-ce que selon vous les objectifs ont été atteints? Je pense que oui, quand je regarde la faveur et quand je regarde le public, si, parce qu'un défi que nous avions, c'était de nous assurer qu'on parle aux entrepreneurs, que le public que nous avons soit un public d'entrepreneurs, même si c'est... En fait, l'idée pour nous, c'était d'avoir, d'un côté, des entrepreneurs pour discuter de leurs problèmes et tout, mais d'avoir également, à côté de ces entrepreneurs, oui, d'avoir également des décideurs publics associés aux questions d'entrepreneuriat. C'est pourquoi on a été très contents, très ravis d'avoir le ministre camerounais des PME, de l'artisanat et de l'économie sociale qui a été là et qui a participé de bout en bout à tous les travaux, qui est resté. J'ai trouvé ça incroyable, excellent, et qui effectivement parfois a été pointé, doigté, qui a été interpellé parfois et tout. Et puis
ça vient avec la fonction. Donc, je trouve ça intéressant. Et puis, qui a joué le jeu. Donc, c'est bien d'avoir ces décideurs publics qui soient capables d'être sur le terrain et de voir les réalités qui leur permettront de prendre de meilleures décisions, d'affiner de meilleurs programmes. Ça, c'est le deuxième type de public qu'on a. On avait également d'autres acteurs de l'écosystème entrepreneurial, des banquiers, des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Donc l'idée, c'était d'avoir tous ces gens autour d'une table, des entrepreneurs, des structures qui les accompagnent, privées comme publiques, des institutions financières, des décideurs publics, de manière à ce que, et bien entendu, il y avait également quelques universités qui travaillent sur des questions d'entrepreneuriat, qui sont capables d'apporter des données les plus précises possibles, de manière à ce qu'on sorte de là avec une meilleure compréhension des défis. Parce que moi, j'ai toujours pensé que pour arriver à des bonnes stratégies, à des bons plans d'action, il faut déjà qu'on comprenne profondément quels sont les défis, les obstacles, qu'on ait le portrait de la réalité. Et c'était ça le but de sortir avec ce portrait de la réalité. Et je pense que c'est mission accomplie. Alors, c'était 2 jours d'échange. Vous allez nous dire déjà, hein, si 2 jours c'est suffisant, vu la thématique et vu ce que ça représente pour la société. Et ces 2 jours d'échange étaient adossés sur le thème entrepreneuriat et l'innovation au cœur du développement. Moi, ce sont ces 3 expressions qui m'interpellent. Pourquoi ce triptyque? Entrepreneuriat, innovation, développement. L'entrepreneuriat et l'innovation, en fait, c'est 2 moteurs de développement économique. Si on veut se développer, si on veut avoir un tissu économique qui bouge, qui soit dynamisé, l'entrepreneuriat, c'est utile parce que ça permet de créer des entités qui vont créer des produits, des services, qui vont être utiles pour régler des problématiques, donc régler des problèmes, régler des besoins qu'ont des personnes. Donc l'entrepreneuriat, je vois ça, c'est assez à ça. C'est pas juste pour d'avoir des services marchands pour s'enrichir, mais l'entrepreneuriat, à mon sens, c'est de créer d'abord un produit, un service qui va régler le problème de quelqu'un. Donc ça, c'est intéressant. L'innovation aussi, on a voulu l'intégrer parce que ce qui va faire la différence entre certaines catégories d'entrepreneurs, peut-être on aura l'occasion d'en parler, et c'est d'ailleurs ce qui fait que certains entrepreneurs n'iront pas très loin, c'est l'innovation, c'est un très bon carburant pour l'entrepreneuriat. Vous allez regarder des entrepreneurs qui vont avoir du succès ou qui vont être capables d'aller bien loin, sont ceux qui sont capables de faire preuve d'innovation dans ce qu'ils font. Oui. Parce que si on fait exactement la même chose que les autres personnes, on ne se démarque pas, ça va être difficile qu'on aille beaucoup plus loin. Donc l'innovation, c'est vraiment... c'est difficile de parler d'entrepreneuriat sans parler d'innovation parce que c'est le meilleur carburant. Également. Définitivement. Alors, est-ce que parler d'innovation, je reviendrai plus tard sur le deuxième point de la question, est-ce que la base de l'entrepreneuriat en elle-même n'est pas encore un peu fragile pour être déjà à l'étape de l'innovation? C'est important comme question parce que ça me permet de clarifier. Quand on parle d'innovation, parfois on va voir la technologie, on va voir high-tech. Là, on va revenir justement sur le deuxième point de la question. Est-ce que l'innovation, c'est le digital, c'est la tech? Est-ce que c'est ça l'innovation? En partie, mais en réalité, à la base, l'innovation, maintenant, elle peut être sociale, entrepreneuriale, technologique. Mais à la base, d'abord, l'innovation, c'est juste d'apporter quelque chose de différent, de faire quelque chose différemment. Ça peut être juste d'apporter un nouveau procédé. D'apporter un procédé qui soit différent des autres et qui permette de mieux satisfaire, d'arriver à des meilleures fins. C'est ça. Donc, je pense que oui, l'entrepreneuriat peut se faire sans innovation. C'est possible peut-être dans un secteur où si on a un monopole ou bien si de toute façon il y a un marché qui est tellement important, on a un public cible tellement important que chaque personne peut trouver sa place. Mais quand on est dans un segment où on a beaucoup de compétition, l'innovation parfois va faire la différence. L'innovation dans ce sens qu'on va être capable de trouver l'élément supplémentaire que d'autres n'ont pas, la technique, la formule, la recette que d'autres n'auront pas et qui va permettre à notre produit d'être meilleur, de répondre davantage aux besoins de nos consommateurs. Donc, c'est dans ce sens que l'innovation est utile et est importante en entrepreneuriat, surtout dans un environnement de compétition, dans un environnement de concurrence. Je vois mal comment on pourrait aller très loin sans intégrer la composante innovation. Je reviens quand même sur la question précédente. Est-ce que la base n'est pas encore un peu fragile pour vouloir déjà monter d'un cran? Alors peut-être pour répondre à ça, je vais vous amener à 2 formes d'entrepreneuriat. Et peut-être l'une des causes de l'échec de certaines PME est liée à ça. Vous avez un entrepreneuriat de nécessité. Il y a des entrepreneurs de nécessité. Il y a des gens qui font un entrepreneuriat d'opportunité qui parfois va être un entrepreneuriat d'innovation.
Je me lance parce que j'ai vu un besoin, j'ai vu qu'il y a une faille dans ce que d'autres font et puis je pense que je peux apporter quelque chose de plus pour me positionner. Il y a une opportunité pour moi. Il y a des entrepreneurs qui vont se lancer dans ce sens-là. Mais il y a également d'autres entrepreneurs qui vont se lancer par nécessité. Je me lance parce que je n'ai pas trouvé d'emploi. Je n'ai pas trouvé autre chose, donc je n'ai pas de choix que de devenir, de m'improviser entrepreneur parce que de toutes les façons, je n'ai pas trouvé mieux que ça. Donc, quand on démarre déjà sous cette base-là, parfois on a déjà dans notre motivation les gènes même de la réussite ou de l'insuccès par la suite parce que on s'est lancé peut-être pour des raisons qui sont, je ne sais pas si je vais dire pas les bonnes raisons, mais des raisons qui ne sont pas des raisons qui vont nous donner le carburant, le tonus nécessaire d'aller plus loin. Mais si je me suis lancé parce que je voulais régler un problème, j'avais une passion pour quelque chose et autre, il y a peut-être de grandes chances que je sois plus résilient, que je sois plus déterminé, que je sois plus fonceur, alors que si je me suis lancé par dépit. Donc, tout ça pour ramener à votre question en disant, est-ce que les bases ne sont pas déjà fragiles? Ça dépend maintenant de quel type d'entrepreneuriat. Il y a des gens qui démarrent déjà avec l'innovation. C'est pas comme si il fallait entreprendre et ensuite innover. Non, il y a des gens qui démarrent déjà avec l'innovation dès le départ, tout comme il y en a qui démarrent et puis au fil des ans, au fil du temps, vont affiner le concept, le produit. Et ça, c'est de l'innovation. Affiner ce qu'on fait, améliorer, c'est une forme d'innovation. Alors, la question que je pose, ne vous focalisez pas sur le forum international sur l'entrepreneuriat. Je sais que c'est vous qui l'organisez. Certainement, vous allez dire que... Je crois que je vais être capable de faire ça. Je crois que vous allez dire qu'il marche bien. Dessus. Mais en dehors de ce forum, on assiste aux séminaires, aux salons, à tout type d'exposition autour de l'entrepreneuriat. Mais est-ce que concrètement, ceux-ci ont des résultats sur le terrain ou alors c'est juste des lieux où on va sur son 31 et pour manger un peu? Un vaste foire. Vous demandez si c'est juste un endroit où on tient de beaux discours sans résolution et puis on sort de là, tout est dit, tout est oublié et puis on passe à autre chose. On passe à autre chose au prochain. Ok. Je pense que il y a certains événements qui vont peut-être être suivis des résolutions où on va pouvoir discuter des choses vraiment concrètes et à la fin voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on tire de ça et comment est-ce qu'on l'applique. Mais je suis d'accord avec vous que, et sans indexer nécessairement un événement ou un autre, oui, dans l'immense majorité des cas, on va avoir des événements où en fait on va se parler, on va dire des choses, s'entendre sur un certain nombre de choses, dire ce qui aurait pu être fait et tout, et puis une fois qu'on est sorti de là, on s'en va et puis tout s'arrête là et puis on se retrouve à la prochaine occasion pour reparler d'autres défis, d'autres obstacles. Il y en a beaucoup, malheureusement. Mais je pense que ce qu'on pourrait faire pour s'assurer que ces événements, ces manifestations soient suivies des faits et permettent de régler des choses, c'est d'abord de s'arranger pour s'assurer que des personnes qui sont interpellées soient des personnes concernées. Si j'organise un forum sur l'entrepreneuriat et que 90% de ceux qui sont là ne sont même pas entrepreneurs, je pense qu'on a un problème déjà en partant. En fait, tout ce qu'on va dire, je ne sais pas trop ce que ça va donner par la suite. C'est pas pour dire que un forum sur l'entrepreneuriat ne devrait pas concerner que des entrepreneurs, non. Moi, je suis de ceux qui croient qu'en fait, moi, c'est pour ça que je pense toujours écosystème entrepreneurial, parce que je pense que la réussite des entrepreneurs dépend à la fois de leur mindset, de leurs produits, de leur capacité, que de l'environnement qui les entoure, donc leur réussite ou leur échec. Donc, on a besoin de ces deux éléments. C'est pour ça que je préfère penser écosystème. Donc, si on fait un forum sur l'entrepreneuriat, mais qu'on n'a pas des entrepreneurs et qu'on n'a pas d'acteurs majeurs de l'écosystème entrepreneurial, ça ne marche pas. Donc, d'emblée, ça ne fonctionne pas. Maintenant, si on les a et qu'on tient juste des discours et qu'on se retire sans résolution, sans d'avoir des propositions qu'on va soumettre, là, on a un problème. L'une des raisons pour lesquelles je produis des ouvrages comme celui que vous avez entre les mains, c'est toujours à l'issue de telles manifestations. Et l'idée, justement, pour que ça ne reste pas lettre morte, c'est de pouvoir le conseiller dans un document qui va être digeste pour ceux qui peuvent le lire, que tout manager, tout dirigeant peut lire, interpréter et intégrer, implémenter, mais également qui pourrait être soumis à des autorités publiques. Donc, on s'arrange toujours pour qu'à la fin, on ait quelque chose et on va rencontrer ces acteurs pour leur dire, on a tenu une manifestation, voici ce qui est ressorti, on veut valider ça avec vous. Et ça nous permet de bien peaufiner nos conclusions et de rencontrer des décideurs publics en disant, voici la réalité factuelle. Alors, pour sortir de cette partie, j'aimerais que l'expert nous dise aux entrepreneurs ou alors aux potentiels entrepreneurs, est-ce qu'il y a un canevas
pour la réussite de son entreprise, parce que si on investit, c'est pour que ça produise. Est-ce qu'il y a un canevas? Si oui, c'est quel chemin qu'il faut suivre pour réussir son entreprise? Au fond, pour avoir... Disons au Cameroun, puisqu'il faut penser écosystème, disons, dans... Bien entendu, ouais. Il faut absolument le contextualiser. J'ai dit d'abord tout à l'heure que moi, je n'étais pas entrepreneur, donc ça va être difficile de venir dire aux gens que je ne suis pas entrepreneur, mais je vous dis comment il faut être un bon entrepreneur. Au regard de vos recherches. Je dois passer à présentation. Mais par contre, parce que j'ai passé le temps à observer les entrepreneurs, à observer quelle était la différence entre ceux qui réussissaient et ceux qui ne réussissaient pas, ça, c'est documenté, observé, tranché. On est capable de voir, dans les cas où ça n'a pas marché, quels sont les ingrédients qu'on a trouvés. Dans les cas où ça a marché, quel était le dénominateur commun et tout. Donc ça, au moins, je suis capable de le ressortir. Et sur cette base, je peux laisser savoir que, au fond, il faut savoir que l'échec fait partie du succès. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Parce que bien souvent qu'autrement, on va d'abord échouer avant de réussir. Ou alors, on ne va pas réussir d'un coup. Ça prendra un certain temps. Peut-être les choses vont traîner. On avait pensé qu'après 6 mois, ce serait réglé. Ça nous prend 3 ans, 4 ans et tout. Donc, il y a une forme de persévérance qu'il faut avoir, mais il y a surtout une forme de résilience, de capacité à se relever après être tombé. Et c'est pour ça que pour se lancer, il y a un ensemble d'habiletés qu'il faut acquérir, qu'on peut acquérir avant ou bien pendant, mais c'est important d'acquérir certaines habiletés. Il y a cette résilience, cette endurance, cette détermination, mais surtout, faites les choses avec passion, c'est important. Je m'amuse souvent, je prends cet exemple, je m'amuse souvent à voir des gens qui vont dire « Ah, mais on apprécie Messi, on apprécie Samuel Eto'o, on apprécie Ronaldo. On trouve qu'ils sont exceptionnels, mais ils font ce qu'ils font, ils atteignent ce niveau parce qu'ils sont passionnés de ce qu'ils font. C'est parce qu'ils sont passionnés qu'ils peuvent faire ça. Ils peuvent, on ne sait pas tout le travail qu'il y a derrière, ils sont capables de mettre toutes ces heures de travail parce qu'ils ont d'abord cette passion. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, que vous n'appréciez pas, par mimétisme, parce que l'autre l'a fait, je vais le faire, ou alors parce que je ne sais pas trouver autre chose, vous aurez du mal à voir la passion qui est un carburant, vous aurez du mal à avoir le carburant nécessaire pour persévérer. Donc je pense, d'abord, il faut faire des choses par passion. Et après ça, maintenant, il faut une certaine détermination, il faut une certaine résilience. Il faut surtout savoir qu'on va souvent tomber et qu'on soit capable de se relever aussi souvent. Je regardais pendant le forum où nous avons invité le président Dieudonné Mboni du groupe Bocom, qui a partagé son expérience, que j'ai trouvé très inspirante. Combien de fois il est tombé? Combien de fois il s'est relevé? Au fond, toute la clé est là-dedans, toute la clé du succès est là-dedans. Et je retenais de son passage qu'en fait, il faut continuer d'apprendre, parce qu'en fait, il n'a pas arrêté d'apprendre. Absolument. Chaque fois qu'on aurait pensé qu'il est déjà établi, tout va bien, il essaie d'en savoir plus sur un nouveau secteur, sur un nouveau domaine, et c'est ça c'est ce que j'ai retenu de son speech, c'est toujours être en perpétuelle position d'apprentissage, et c'est ça qui a fait cette clé, et d'avoir cette capacité de se relever chaque fois. Oui, on va se retomber, mais il faut qu'on se relève. Alors, que faire lorsqu'on est dans un contexte africain et même camerounais, où la réussite très souvent est liée à l'appartenance à des réseaux ou des associations peu recommandables, ou alors, pour le dire simplement, on dit c'est la sorcellerie. Que faire lorsqu'on est dans ce genre d'environnement? Il faut être dans le réseau, mais dans le sens positif du terme. Dans ce sens qu'il faut se construire son réseau, parce que le réseau pour un entrepreneur, c'est éminemment important. Mais quand je parle de réseau, vraiment, souvent, ce n'est pas nécessairement d'appartenance à certains groupes et autres, mais c'est dans ce sens que il faut avoir un certain capital social. Il faut être connecté. Il faut connaître des personnes. Il faut tisser une toile. Et c'est parce qu'on a un réseau qu'on peut avoir accès à certaines informations. Et je précise encore en disant, le réseau que nous construisons, c'est d'aller à la rencontre des gens, de savoir ce qu'ils font, de parler de ce qu'on fait. Ils nous gardent en tête. Et c'est parce qu'on aura tissé une toile avec plusieurs personnes qu'on a rencontrées dans diverses occasions, avec qui on établit un contact qu'on a entretenu, parce que ça aussi, c'est toute une compétence, savoir entretenir les relations de façon saine et autre. C'est parce qu'on aura ce réseau-là que souvent, on va être capable dans son réseau d'accéder à certaines ressources, ou alors quelqu'un pensera à nous quand il verra qu'il y a un appel d'offres ou ainsi de ça, ou alors quand on aura un besoin, on sera capable de solliciter quelqu'un. Mais
Ça, comme je vous dis, c'est toute une compétence qui s'acquiert, qui s'apprend pour développer et entretenir un réseau. Oui, ce type de réseau positif-là, il faut en avoir un définitivement. On ne peut pas être un entrepreneur et être dans sa tour d'ivoire, être dans sa bulle. Je comprends que parfois on ne veut pas parler de nos projets parce qu'on a peur que les gens vont tricher, ils vont développer la même chose. Mais c'est difficile d'aller plus loin si on n'est pas capable de dire ce qu'on fait à un certain nombre de personnes spécifiques qui sont capables de penser à nous quand elles voient passer certaines opportunités aussi. Est-ce que c'est par rapport à ce réseau-là que vous avez choisi cette image pour le livre? Exactement, parce que cette image, c'était pour parler du réseau et également de l'écosystème, pour dire tout est lié. C'est tout un écosystème, en fait, tout est dans tout. Et on s'en sort parce qu'on a préparé un écosystème qui est favorable à cette éclosion des PME et que ça ne dépend pas juste en fait d'un facteur. Chacun doit jouer son rôle et en fait, c'est question d'écosystème. C'est l'homme de communication qui parle à ce moment? Est-ce que je suis encore homme de communication? Je l'ai été peut-être d'autres fois. Je l'ai été autrefois. Ça me permet de parler de vous-même. Il faut dire que vous êtes PhD en administration. On va prendre juste un bout et votre CV est trop long. Obtenu à l'Université du Québec à Montréal. Et dans la même université, vous avez un master en sciences comptables. Avant cela, vous avez eu un DESS en banque et finance ici à Douala. Au-delà de tout, vous avez quand même été homme de médias. Oui, dans une autre vie. Alors dites-nous. Quand j'étais plus jeune. Vous n'êtes pas très vieux. Quand j'étais plus Quel jeune. a été le déclic? Comment l'homme de médias est-il devenu aujourd'hui un expert international et en comptabilité financière, en mesure de performance, gouvernance, stratégie de divulgation, entrepreneuriat? Je m'arrête là. Vous voulez la réponse polie ou vous voulez la réponse sincère? Sincère, parce que vous pouvez susciter des vocations. J'étais passionné de communication. J'ai commencé producteur, réalisateur, animateur d'écran sonore, chroniqueur audiovisuel. J'aimais ça. Mais dans l'environnement qu'est le nôtre, je pense que ça ne payait pas bien. Soyez sincère, ça ne nourrissait pas son homme. Voilà, donc ça ne payait pas bien. Donc, parfois, j'aime à dire que je suis plus rationnel qu'émotionnel. D'accord. Donc, ce côté rationnel prend le dessus de se dire, bon, de façon froide, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue là-dedans, dans une forme de passion? Mais pas nécessairement que c'était précaire, mais si on n'a pas de perspective à long terme, est-ce que ça vaut la peine? C'est entre autres pour ça que non, je n'ai pas prospéré là-dedans. Je ne dis pas que c'est un mauvais métier, en tout cas, de mon point de vue, je ne voyais pas trop comment. Mais ce n'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est qu'au-delà de la passion pour la communication, j'ai toujours une passion pour la gestion. J'ai toujours une passion pour le management, la gouvernance. Ça, c'est vraiment mon credo fondamentalement. J'ai toujours une passion pour ça et c'est pourquoi il était un peu normal que je revienne dans des disciplines qui s'y prêtent. La finance, la comptabilité, ça a toujours été mes domaines de prédilection, même si j'avais une grosse passion pour la communication. Alors le fait que, en plus, cette passion n'était pas nécessairement rémunérée comme à l'époque, tout jeune, je pense que ça ne posait pas un problème, mais je me projetais rapidement, mais je ne pensais pas qu'on irait bien loin là-dedans, pour être tout à fait honnête. Alors aujourd'hui, avec le recul, quelle appréciation faites-vous des médias, premièrement, et plus loin, des médias face aux réseaux sociaux? Tout à l'heure, on parlait d'innovation. Est-ce qu'ici aussi, l'innovation ne va pas... Mais déjà, quel est le regard que vous faites aujourd'hui, maintenant que vous êtes de l'autre côté de la rive? Quel regard faites-vous sur... pas de la rive, parce que vous êtes de l'autre côté de l'Atlantique, hein, là, vous n'êtes plus dans les médias. Quel regard faites-vous de ce qui se passe en audiovisuel aujourd'hui? Mais je garde un regard, un œil sur ce qui se fait au Cameroun. C'est impossible de faire autrement. Et il y a du bon et du mauvais. On a un avantage, c'est qu'il y a un foisonnement de médias. Donc aujourd'hui, on a en matière de radio, de télévision, comme de presse écrite, honnêtement, on a le choix, il y a une variété, de diversité. Je pense que c'est un plus, c'est une avancée considérable. Aujourd'hui, toute personne est capable, toute personne de métier qui s'y connaît est capable de se dire, je vais monter un média, j'y arrive, j'obtiens mes agréments et autres.
Ça, on peut le saluer. Mais en revanche, ce même foisonnement de médias fait en sorte qu'aujourd'hui, malheureusement, je pense, quand je regarde, parmi des personnes qui opèrent dans des médias, on a des personnes qui s'y connaissent, qui savent ce qu'est le métier, qui savent pourquoi est-ce qu'on est journaliste ou qu'on est homme ou femme de médias, pourquoi est-ce qu'on est animateur d'écran sonore, personne, homme ou femme de médias, en tout cas, on sait qu'on a une responsabilité envers le public. Avoir la chance de parler à 500 000 personnes, 1000 personnes, d'avoir un micro, d'avoir une antenne, c'est un privilège, c'est un prestige de pouvoir parler à autant de personnes. Mais ça vient avec une responsabilité. Absolument. Alors, quand on a ce privilège-là, on devrait savoir qu'on a une responsabilité d'éducation, de sensibilisation, et donc utiliser cet outil-là à bon escient. Donc, je trouve également triste que des personnes s'en servent comme étant des instruments, parfois, de règlement de compte, des instruments d'attaque, des instruments de lynchage, et parfois, je trouve ça vraiment dommage. Si on a... je sais combien certains dévanciers, certaines personnes se sont battus pour arriver à une forme de pluralité médiatique, pour arriver à une forme de libéralisation. Mais si cette libéralisation, c'était pour arriver à ce qu'on voit, pour arriver à ce spectacle, parfois on se dit, parfois on peut être tenté de se dire, est-ce que ça valait la peine? Donc ça, c'est peut-être l'aspect que je trouve triste. En plus du fait que, bon, je vais peut-être être taquin, parfois j'ai le sentiment aussi que tous les médias, toutes les télés ont peut-être le même rédacteur en chef, parce que on a des émissions politiques un peu partout, aux mêmes heures. Parfois, on a les mêmes invités qui sont invités tout le temps, même si c'est pour parler des sujets qu'ils ne maîtrisent pas toujours. Je trouve ça parfois un peu curieux, hein, qu'on ait des gens qui parlent à la fois du sport, de la fiscalité, de l'écologie et tout, des mêmes personnes avec autant d'autorité. Sincèrement, en tout cas, moi, je parle de ce que je connais. J'ai du mal à parler de ce que je ne connais pas. Alors, les médias dits traditionnels face aux réseaux sociaux aujourd'hui. Alors, les réseaux sociaux, voilà notre élément, un autre levier. Là encore, c'est pire. Enfin, c'est pire, on a le meilleur du pire. L'avantage, c'est que ces outils-là, effectivement, aujourd'hui, permettent d'avoir accès à de l'information de façon rapide, ce qui fait que ce qui aurait été autrefois caché ou qui aurait été maquillé aujourd'hui, ça l'est difficilement parce que les gens sont capables d'avoir de l'information par d'autres canaux et puis de nous confronter. Donc ça, intéressant. Mais l'autre côté, mais vraiment nauséabond, c'est vraiment les fake news. Et Dieu sait à quel point ça prolifère. Des informations qui sortent de nulle part, qui sont relayées sans vérification, qui s'amplifient tellement et qui font du tort, des réputations qui sont exposées, qui sont éclatées. Ça, c'est un des problèmes qu'on a avec nos réseaux sociaux. Et c'est d'autant plus grave que la plupart des gens vont s'informer sur des réseaux sociaux. Autrefois, on avait les médias traditionnels où on se disait, si on a besoin d'une information, c'est là qu'on va valider. Mais aujourd'hui, les gens vont d'abord s'informer sur les réseaux sociaux. Certains peut-être peuvent avoir l'idée d'aller contre-vérifier ces informations sur des médias traditionnels, mais la plupart ne font pas ce travail-là, ne se donnent pas la peine d'aller vérifier auprès de médias traditionnels. Donc, gobe tout ce qu'on voit sur des médias sociaux qui, une grande partie du temps, en fait, sont soit des informations détournées, erronées, incomplètes, mais parfois quasiment des informations fomentées de toutes pièces, mais que des gens relaient allègrement. Ça, c'est un peu la face noire des réseaux sociaux de mon point de vue. Alors, et les médias, encore dits traditionnels, face à la digitalisation. Aujourd'hui, il faut basculer vers ce nouveau modèle-là. Mais comment faire et surtout sortir la tête de l'eau? Comment se démarquer? L'un des premiers à en avoir fait les frais, c'est la presse écrite, les tabloïds, des magazines et autres, où on sait bien qu'il y a déjà un coût de production important. Et avec le foisonnement de tous ces médias et de la publicité qui va se répartir un peu partout, le modèle économique devient de plus en plus difficile. On le voit bien, un bon nombre d'entre eux dans certains pays se sont transposés sur le digital parce que continuer avec du papier, du tangible, ça devient un peu plus compliqué. Si j'extrapole aux autres médias, radio, télé, aujourd'hui, ça tombe bien parce qu'en fait, c'est le panel, c'était la thématique du panel que j'animais moi-même dans le cadre du forum sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, en fait, il faut avoir une lecture de la société. Les gens passent plus de temps sur leur smartphone.
beaucoup plus que sur leurs ordinateurs, mais aujourd'hui, les gens ouvrent leur courriel, regardent les informations, ou même vont sur ces médias sociaux, beaucoup plus sur leur smartphone, même que sur leur ordinateur. Alors donc, du coup, en sachant que les gens vont s'informer là-dessus, des gens, c'est le réflexe qu'ils ont d'aller là. C'est important pour des médias traditionnels également de ne pas laisser cet espace et d'être sur cet environnement aussi. Donc, de garder les canaux antérieurs, les canaux traditionnels, donc d'avoir de la télé, des ondes hertziennes et autres, d'avoir de la radio, mais également de pouvoir transposer ces mêmes outils-là sur des plateformes web parce que une bonne partie des gens sont là pour des raisons d'occupation. Les gens n'ont pas toujours le temps d'être devant la télé à une heure précise pour toutes sortes de raisons. Donc, parfois, vont regarder après. Donc, c'est important que ces médias traditionnels également occupent ces espaces parce que sinon, en fait, il va être occupé par d'autres personnes qui n'ont pas nécessairement la même formation, la même préparation et la même conscience professionnelle. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est quasiment incontournable. On n'a pas le choix que d'avoir le même contenu, mais sur plusieurs plateformes pour rejoindre la plupart des personnes, ne serait-ce que d'un point de vue stratégique, parce que c'est là que ça se passe. Est-ce que s'il y avait quelque chose à améliorer, ce serait juste de basculer vers le digital? Est-ce que vous allez parler de la presse écrite? Est-ce que celui-ci n'aura pas aussi un effet boomerang? Alors là aussi, je me garde de dire il faut faire ceci parce que les environnements ne sont pas les mêmes. Hein. La transformation numérique, une chose qui est certaine, c'est qu'elle s'implante et elle est là pour demeurer. Ça, c'est sûr. Mais maintenant, il y a des environnements où les gens sont déjà beaucoup plus préparés, sont habitués à cela. Il y a d'autres environnements, il faut y aller progressivement. Donc, je ne demande pas demain tout de suite de dire numérisons tout. Et ça, c'est peut-être le défi qu'on a avec la transformation numérique souvent. C'est que dans plusieurs secteurs d'activité, pas seulement des médias, il y a des gens qui veulent numériser pour numériser. C'est la tendance, on va numériser, alors qu'en fait, c'est une fonction support. C'est de voir quel est mon besoin. Quel est mon produit, quel est mon service? Est-ce que si j'utilisais le numérique, ça pourrait me permettre de propulser ce même produit ou service sans le dénaturer? Est-ce que ça me permettrait de toucher plus de personnes? Ça me permettrait d'élargir mon horizon? Et dans ce cas-là, ce serait donc de s'asseoir et de se dire quelle est la stratégie de numérisation, de transformation, de virage numérique que je dois adopter pour m'assurer, en restant dans la même mission, d'être beaucoup plus efficace. Donc, numériser pour numériser, digital pour digital, moi je ne suis pas trop convaincu de ça. Mais par contre, le digital, dans un domaine où on pense qu'on a maîtrisé déjà notre produit et que le digital peut nous servir à l'améliorer ou alors à toucher un plus grand nombre de personnes, là ça tient la route. Félix Zoning, merci. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci encore pour tous ces éclairages. Merci, malgré votre agenda un peu bousculé par rapport à ce forum. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça m'a fait plaisir. Merci. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir été des nôtres et à jeudi prochain.